Avant que Porsche ne soit la marque que l'on connaît tous, c'était une famille marquée par la guerre, les hauts, les bas, et toujours une créativité insatiable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'une des plus grandes marques automobiles du dernier centenaire, l'histoire de Porsche. Tout commence avec Ferdinand Porsche. Il est né en 1875 dans un coin reculé de l'actuelle République tchèque. C'est un garçon plutôt autodidacte, à qui l'école n'a jamais vraiment plu. En 1898, il rejoint Launer, une entreprise viennoise spécialisée dans les carrosses. Là-bas, il crée un véhicule qui encore aujourd'hui étonne, la Launer Porsche. À première vue, vous vous direz sûrement qu'elle n'a rien de particulier, mais c'est sous le capot qu'elle fait la différence avec un moteur hybride. Et pour rappel, nous sommes toujours qu'en 1900. Ferdinand Porsche va ensuite travailler chez Mercedes, où il créera des modèles récompensés à l'international. Mais travailler pour quelqu'un ne lui suffit plus. Il va être libre de ses choix techniques, et c'est donc à Stuttgart, en 1931, qu'il fonde le bureau d'études Dr. Ingenieur Honoris Causa Ferdinand Porsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Mais ce n'est pas encore un constructeur, seulement un cabinet d'ingénierie. Et pourtant, une certaine idée de la performance, de la mécanique et de la rigueur allemande commence à prendre forme. En 1934, l'Allemagne nazie commande une voiture simple, robuste et économique. Hitler veut motoriser le peuple et il convoque donc Ferdinand Porsche, qu'il considère comme l'un des meilleurs ingénieurs du pays. L'idée est de concevoir un véhicule accessible à toutes les familles allemandes. Ce sera la Volkswagen Coccinelle, surnommée la voiture du peuple. Porsche livre un design étonnamment moderne, avec un moteur 4 cylindres à plat refroidi par air et sur un châssis tubulaire. Dès les premiers prototypes, l'empreinte technique de ce qui deviendra plus tard la 356 est déjà là. Ce n'est pas encore une Porsche, mais c'est son squelette. Le projet bascule rapidement. La guerre approche et l'usine de Wolfsburg est réquisitionnée. La production civile est mise de côté, place au véhicule militaire. Porsche développe le Kugelwagen et le Schwimmwagen, tous deux dérivés de la Volkswagen Type 1. Puis vient le projet du Panzerkampfwagen, plus connu sous le nom de Tigre. Pendant cette période, le bureau d'études tourne à plein régime pour l'effort de guerre. Une parenthèse sombre qui pèsera lourd, très lourd, après 1945. Les Alliés arrêtent Ferdinand Porsche et il passera plus de 20 mois en détention en France. C'est son fils Ferry qui prendra donc le relais. Et c'est à lui que reviendra la lourde tâche de faire oublier son passé à Porsche et de transformer son nom en constructeur automobile. Ferry n'a pas tout de suite l'ambition de reprendre l'entreprise. Il se destine d'abord à la mécanique, comme son père, mais la guerre l'oblige à faire ses choix. Lorsqu'il comprend que Ferdinand ne reviendra pas tout de suite, il prend les commandes du bureau d'études. La priorité, survivre. Le bureau est déplacé à Gmünd, en Autriche, dans une ancienne série. Les moyens sont limités, alors on récupère ce qu'on peut. En 1948, la Porsche 356 est présentée. Le moteur est basé sur celui de la Coccinelle, mais il est modifié et optimisé pour atteindre jusqu'à 40 chevaux sur les premiers modèles. Le châssis est toujours tubulaire et dessiné avec une recherche de fluidité qui tranche avec les lignes anguleuses de l'époque. Le poids reste contenu, autour de 600 kg, et l'agilité compense la puissance modeste. Les premiers essais presse sont positifs, et surtout la voiture commence à courir. Très vite, les premiers clients sont les pilotes amateurs, puis viennent les premières victoires. En Autriche, en Italie, la 356 surprend. Le nom Porsche devient officiellement une marque, et le ton est donné, une approche mécanique précise, et une recherche de simplicité efficace, avec toujours cette architecture moteur arrière qui crée son caractère unique. La 356 ayant posé les bases, elle a prouvé que Porsche pouvait tenir tête au plus grand, même avec des moyens limités. Mais au début des années 60, elle commence à montrer ses limites. Les performances stagnent, le design vieillit et surtout, il faut penser à l'après. Ferry confie le projet de sa remplaçante à son fils, Ferdinand Alexander Porsche, que tout le monde surnomme Buzzi. En 1963, au salon de Francfort, le public découvre la Porsche 911. L'accueil est bon, mais un détail administratif va tout changer. Peugeot détient déjà les droits sur les noms à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Porsche est donc forcé de renommer sa voiture en 911. Et sans le savoir, elle vient de nommer sa future légende. Le moteur, un 6 cylindres de 2 litres, développe 130 chevaux dans sa première version. La voiture reste légère et agile, mais aussi beaucoup plus confortable que la 356. Dès ses débuts, elle suscite des débats. Son moteur arrière et son comportement joueur est parfois piégeux, surtout sur route mouillée. Mais c'est justement ce caractère qui forge son identité. Au fil des années, la 911 va évoluer. Une version S plus puissante va sortir, les versions Targa ou les modèles Carrera. Ensuite, c'est le moteur qui va évoluer. Mais ce qui est important, c'est aussi que c'est le modèle qui va permettre à Porsche de s'imposer à l'international, sur la route comme au circuit. Dès les débuts, Porsche voit la compétition comme un laboratoire. Chaque course est une occasion d'apprendre, de tester et d'améliorer. Mais la première vraie voiture pensée pour la course, c'est la 550 Spider. Un poids plume d'à peine 550 kg et un moteur sortant 110 chevaux, soit un rapport poids-puissance de 5 chevaux par kilo, exceptionnel pour l'époque et même toujours aujourd'hui. La voiture gagne dans sa catégorie au 24 heures du Mans, puis en Carrera Panamericana. C'est d'ailleurs de cette course que Porsche tirera le nom Carrera pour ses modèles sportifs. Mais c'est avec la 917 que Porsche frappe un grand coup. En 1969, elle fait ses débuts. Un flat 12 de 4,5 litres développant 800 chevaux, moins de 850 kg et plus de 380 km/h, c'est une fusée à peine maîtrisable. Après une année d'apprentissage, elle remporte le Mans en 1970, puis à nouveau en 1971. Dans les années 80, les 956 puis 962
reprennent le relais. L'écurie décroche les podiums en endurance, mais aussi en IMSA, au Nürburgring, à Daytona. Chaque modèle de série bénéficie des retombées techniques. Le turbocompresseur, le refroidissement optimisé, l'architecture moteur, les suspensions plus précises, tout vient de là. Ce qui signifie que pour Porsche, la course n'est pas juste une vitrine, mais aussi un outil de développement. Et c'est aussi une philosophie. Une voiture n'est réussie que si elle peut gagner. La domination en course est incontestable, les ascendances se vendent bien, la marque est respectée, mais la crise pétrolière frappe et les normes environnementales se durcissent. Produire une voiture sportive peu pratique au quotidien devient de plus en plus risqué. Porsche prend donc une décision qui divise, développer des moteurs à vent. Le premier c'est la 924, un projet initialement conçu pour Volkswagen qui est repris in extremis par Porsche. Son architecture est moderne, le design est tranché, les performances correctes, mais pour beaucoup ce n'est pas une vraie Porsche. La 944 vient corriger le tir, un moteur Porsche, des trains roulants plus affûtés, un comportement dynamique beaucoup plus précis, puis la 928, fleuron de cette série, avec son V8 4.5, sa suspension arrière Vessar et son ambition, remplacer la 911. Là encore, rejet partiel du public. Elle est trop différente, trop confortable et trop éloignée de l'esprit initial. Et pourtant, ce sont ces modèles qui sauvent la marque. L'entreprise traverse des moments difficiles, est contrainte de réduire ses effectifs et gèle certains projets. Sans les marges générées par les 924, 944 et 928, Porsche aurait disparu. Et malgré la controverse, ces voitures trouvent leur public. La 944 Turbo et la 928 S4 restent encore aujourd'hui très recherchées. Cette période n'est pas la plus glorieuse, mais elle montre une chose, Porsche sait s'adapter. Et même en trahissant temporairement sa formule de base, elle reste fidèle à l'idée de produire des machines bien construites, rapides et techniquement intéressantes. Au début des années 90, Porsche est encore au bord du gouffre. Les ventes stagnent, la gamme est vieillissante, les coûts trop élevés, il faut un virage rapide et structurant. La première réponse c'est la 993. Présentée en 1993, c'est la dernière 911 refroidie par air. Mais ce n'est pas juste une version améliorée, c'est une refonte technique complète. Nouvelle suspension, une ligne affinée et une fiabilité nettement revue. Les clients reviennent, les passionnés parlent d'un chef-d'œuvre, beaucoup la considèrent encore comme la plus aboutie des 911 classiques. Mais la vraie révolution arrive en 1996 avec le lancement du Boxster. C'est un petit roadster avec un flat 6 de 2,5 litres et une plateforme partagée avec la future 996. Ce modèle n'est pas seulement un succès commercial, elle finance le renouvellement de la 911 et il permet d'attirer une nouvelle clientèle plus jeune et plus internationale. En 2002, Porsche lance le Cayenne, un SUV avec un moteur V8, un poids élevé mais un comportement étonnamment dynamique pour un véhicule de ce gabarit. Le public hésite, mais les ventes explosent. Le Cayenne devient très vite le modèle le plus vendu de la marque. La gamme s'élargit, les investissements reprennent, et Porsche montre encore une fois qu'elle peut casser ses propres codes sans perdre son âme. Et ce pari payera aussi sur le plan technologique, car ce nouvel équilibre entre sportifs et modèles familiaux va permettre de financer le développement de voitures beaucoup plus ambitieuses. Porsche a retrouvé sa stabilité financière, et quand les comptes sont bons, les ingénieurs reprennent la main. En 2003, la Carrera GT voit le jour. Un V10 5,7 litres dérivé d'un projet abandonné de Formule 1, une boîte manuelle à 6 rapports, sortant 612 chevaux et plus de 330 km/h au compteur en VMAX. Pas d'aide électronique envahissante, une conduite brute, exigeante, réservée à ceux qui savent piloter. La Carrera GT devient une icône instantanée. Mais Porsche regarde déjà plus loin. En 2015, la 918 Spider fait son entrée. Elle est hybride rechargeable avec un V8 atmosphérique associé à 2 moteurs électriques. Puissance combinée, 887 chevaux et un 0 à 100 en 2,6 secondes. Ce modèle montre que l'hybridation n'est pas l'ennemi de la performance. Elle prépare aussi le terrain pour la Taycan, la première Porsche 100% électrique. Lancée en 2019, cette berline basse développant 800 volts bat des chronos sur le Nürburgring qui la place aux côtés des meilleurs sportifs thermiques. Pour les ingénieurs, c'est un changement profond. Plus de flat 6, plus de vibrations, plus d'embrayage, mais un centre de gravité très bas, des réponses instantanées et une régénération active au freinage. La Taycan conserve ce qui fait une Porsche, la rigueur de conception, le comportement précis et l'obsession du détail. Et pendant ce temps-là, la 911 continue son évolution. Les versions GT3, GT3 RS ou Dakar Turbo conservent le moteur arrière mais adoptent les technologies modernes. L'équilibre entre tradition et innovation atteint un niveau inédit. Aujourd'hui, Porsche est plus qu'un constructeur, c'est une entité à part entière dans l'univers automobile, avec des chiffres de vente records, des résultats financiers solides et surtout une fidélité rare à une philosophie technique. Et ça malgré une gamme devenue très large. L'usine de Zuffenhausen tourne à plein régime. La ligne de production Taycan est intégrée à celle de la 911, prouvant que les deux mondes coexistent. Porsche investit aussi dans la compétition électrique, comme avec le prototype Mission R via la Formule I. Et puis il y a le Porsche Design, le centre de recherche de Vessar, le Porsche Experience Center, les projets de carburant en partenariat avec Siemens. Tout ça montre que la marque ne se contente pas de suivre les tendances et les adapte à sa propre logique. Au bout de cette histoire, il ne reste pas qu'une succession de modèles. Il reste une idée, celle qu'une voiture peut être bien plus qu'un moyen de transport. Porsche n'est pas juste un badge, c'est une signature, celle d'ingénieurs qui depuis plus de 75 ans cherchent à faire mieux. C'est peut-être ça le plus impressionnant, avoir grandi, évolué, changé de stratégie, sans jamais trahir ce lien invisible entre l'idée d'une Porsche et ce que ça procure vraiment une fois derrière le volant.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir regardé et écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager à des gens que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, à vous abonner.